Bonjour à tous et toutes. Il y a quelques semaines, parmi les commentaires laissés sur l'une de mes vidéos consacrées à la psychanalyse, je trouve cette question. Que fait finalement l'analyste tout au long des séances d'analyse? Je veux dire, que fait-il d'une façon très concrète tout au long d'une analyse? Est-ce que vous pouvez expliquer ça? Alors plutôt que de répondre seulement à cet internaute, je me dis que la réponse peut intéresser d'autres personnes qui se posent le même genre de questions. Ce que fait l'analyste? C'est une question évidemment très ouverte et à laquelle on peut à la fois répondre d'une façon relativement simple. D'abord, il écoute, et pas n'importe comment. C'est-à-dire qu'il écoute ce qui provient de plusieurs sources. Le récit de l'analysant, ça c'est évident, et ce discours-là, il ne l'écoute surtout pas avec attention. Ce qui ne signifie pas qu'il n'est pas attentif, n'est-ce pas? Simplement, il est attentif d'une certaine façon. Il n'a pas les sourcils froncés, il n'est pas concentré sur les propos de l'analysant, il n'est pas dans une écoute réflexive. Voilà. Ce qu'il entend est en quelque sorte recueilli en lui par une espèce d'épuisette ou de filet à papillon, si vous préférez, dont les mailles ont une taille bien particulière. À savoir que quand les propos du patient sont recueillis dans l'épuisette, eh bien les mailles vont laisser passer une grande partie du discours. Et c'est seulement une toute petite partie de celui-ci qui va rester retenu par les mailles de l'épuisette. Alors il peut s'agir de mots, d'expressions, de lapsus, d'hésitation, de silence parfois. Ça, c'est la première source et le premier matériau recueilli. La deuxième source, c'est ce qui vient de l'intérieur de l'analyste. Et là encore, je ne parle pas de matière qui serait réfléchie, raisonnée, mais de quelque chose de beaucoup plus intuitif, ce que l'on entend habituellement par travail d'inconscient à inconscient. Si l'on veut rester actif, réactif, créatif, il nous faut entendre ce qui vient de la troisième oreille, comme le disait Theodor Reik. Il nous faut accepter d'être surpris par l'analysant et de réagir, nous aussi, parfois de façon totalement inattendue. Donc d'abord, écouter. Et puis ensuite, dans ce que fait l'analyste, dans ce qu'il donne, il y a l'idée de liberté. C'est-à-dire que si l'analysant veut se lever, marcher, crier, aller voir le paysage à la fenêtre, il est libre de le faire. Le temps de la séance lui appartient. L'espace du cabinet lui appartient. Et surtout, la parole la plus libre qui soit lui est accordée. La plus libre, y compris lorsqu'elle concerne l'analyste, et que ce soit positivement ou négativement. La plus libre aussi dans ce qui est déposé et qui ne peut pas être déposé ailleurs, même pas dans le secret du confessionnal. Libre enfin, totalement, parce que l'analysant sentira toujours l'absence de jugement de la part de l'analyste. Et si parfois il émet des doutes à ce sujet, eh bien, il doit pouvoir se rendre compte que l'attitude de l'analyste ne change pas, quelles que soient les paroles prononcées dans l'intimité du cabinet. Ensuite, toujours dans le registre de ce que fait l'analyste, et que cela passe par la parole, le silence ou un geste, il y a le fait de pousser, de soutenir tout ce qui est de l'ordre du désir chez l'analysant. Le pousser à oser devenir ce qu'il a envie de devenir et que parfois il a tant de mal à dire, que parfois il ne sait pas lui-même, et ce pourquoi il lui faudra tant de temps et de chemin parcouru pour parvenir enfin à le découvrir. Donc, encourager tout ce qui est de l'ordre du désir et donc du mouvement.
Évidemment, ne jamais poser d'étiquette sur les patients, même si nos connaissances évoquent ce qui peut nous apparaître comme des certitudes, c'est-à-dire rester ouvert. Encore une fois, se laisser la possibilité d'être surpris par ce qui remettrait en cause une certitude. Et enfin, lorsque je pense à mon analyse personnelle, tout au long de celle-ci, je n'ai jamais eu le sentiment d'être manipulé par quelqu'un qui aurait utilisé son savoir pour avoir une espèce d'emprise sur moi, pour devenir un maître, voilà, disons-le comme ça. Et donc j'ai envie de rappeler que la psychanalyse n'est pas constituée comme un savoir, c'est un mouvement, c'est une création permanente, un univers en perpétuelle évolution. Tout au long d'une analyse, on est deux à savoir des choses. Mais on ne sait pas forcément les mêmes choses, ou alors on ne les sait pas en même temps tous les deux. Plus on disserte sur la psychanalyse en disant qu'il faut impérativement faire comme ci et surtout pas comme ça, et plus on l'enferme dans un discours normatif, c'est-à-dire ce qu'exècre justement la psychanalyse. Alors comme Ferenczi, je pense que la technique aussi bien que la théorie doivent s'ajuster à chaque situation et à chaque sujet. C'est seulement quand on pense de cette façon-là que l'on peut créer ce qui va convenir à chaque analysant singulier. Et puis souvenez-vous, pour conclure, d'une chose très importante. Ça n'est pas parce que l'on consulte un psychanalyste que l'on fait une demande d'analyse. Un psychanalyste ne répond pas seulement à des demandes d'analyse, il est souvent celui qui soutient, qui permet aux patients de retrouver un équilibre, même si la démarche n'a pas la longueur et la profondeur d'une analyse. D'ailleurs, d'une part, ce n'est pas la longueur qui garantit le succès d'une analyse, parce que l'on peut faire un travail formidable, un travail analytique, en quelques séances seulement. Mais au-delà de ce point précis, nous n'avons pas à nous enfermer dans une pensée, dans un langage, dans une posture qui montrerait à l'analysant l'image d'une barrière plutôt que celle d'une passerelle. Je crois que c'est Winnicott qui disait « Je suis psychanalyste et donc je fais de la psychanalyse, mais quand je ne peux pas faire de la psychanalyse, eh bien je fais autre chose. » Voilà, quelle que soit la demande qui nous est faite, on ne peut pas lâcher quelqu'un quand il nous a choisi et qu'on s'est engagé à l'accompagner. Être un été sans trop montrer qu'on en est un. Il y a cette idée de je ne sais plus qui. Au début d'une thérapie, ce qui est à moi est à toi. En l'occurrence, mon bras symbolique, mon appui. Mais ce qui est à toi reste à toi. C'est-à-dire, il est hors de question de prendre quelque chose, de s'imprégner d'une plainte ou d'une souffrance. Et puis, plus la thérapie avance, plus le patient gagne en sûreté dans son pas, et plus je retire mon bras. Et à la fin de la thérapie, je reprends ce qui est à moi et le patient garde ce qui lui appartient. C'est à l'analysant de trouver les mots sur lesquels il va pouvoir s'appuyer pour arrêter de souffrir, pour que la vie devienne ou redevienne vivable. Et si ce temps paraît toujours trop long, eh bien, disons-nous que c'est le temps nécessaire à chaque être singulier. Et si parfois l'analyste voudrait aller plus vite que le pas de l'analysant, eh bien, il lui faut respecter ce pas. À bientôt.